on n'est pas du tout obligé d'avoir lu ce qui précède, mais c'est vrai que si on l'a fait, bah, on a l'éclairage, et on peut le faire dans n'importe quel sens. Les dieux sauvages, c'est un cycle vraiment contenu, mais c'est vrai que, même sans avoir connu ce qui précède, de temps en temps, il y a quand même des trucs qui sont dits magiques ou oni et tout, etc. On se dit, mais ça a quand même l'air drôlement technologique, cette histoire, genre... oui, non. Jetez un œil à la route de la conquête, ça sera un bon moyen d'entrer dans le cycle aussi pour arriver à bien cerner les choses. Genre, voilà, juste un petit truc dans les dieux sauvages, à un moment, on parle de voies noires qui sont des espèces d'étranges voies tracées qui datent visiblement de l'ancien temps, qui sont faites d'un espèce de matériau noir assez épais, craquelé, qu'on sait pas trop ce que c'est, mais en gros, c'est juste une route. Manon, j'écoutais Lionel et finalement il y a des choses qui font écho aussi avec la situation de Ravenne, parce qu'elle revient, elle est seule et elle doit là aussi convaincre, elle doit faire ses preuves, elle doit prouver à tous qu'elle est capable de gouverner et que finalement ce qu'elle remet en cause, il y a au moins dans son esprit et dans ce qu'elle veut instiller aux autres, c'est juste ce qu'elle veut faire, c'est améliorer la situation. Et par rapport à ce que tu disais aussi, elle revient, mais elle revient aussi parce qu'elle a promis de revenir. Et elle a promis de revenir à un dieu. Alors, dans cet univers-là, il y a 3 dieux. Alors, il y a la déesse du jour, le dieu de la nuit, et puis il y a le dieu gris, qui est le dieu de la vie et de la mort, et qui est le grand frère des 2 premiers. Et elle a promis à un serviteur du dieu gris qu'elle reviendrait. Et on ne fait pas une promesse au dieu gris à la légère. Donc c'est aussi pour ça qu'elle revient. Et le dieu gris en particulier, on ne l'a pas vu depuis très 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 longtemps. Il marchait parmi les hommes, mais lui on ne l'a pas vu depuis un sacré bail. Donc il y a aussi toute cette question-là dans le trajet de Ravenne. Voilà, elle a promis de revenir, et elle aimerait bien rester avec ses dragons quand même au début. Mais elle fait ce choix-là de revenir parce qu'il y a eu cette promesse et qu'elle ne veut pas s'y dérober. Et donc elle revient, mais elle revient à sa façon, avec ce qu'elle est, et avec ce qu'elle veut changer, parce qu'il est hors de question qu'elle continue, qu'elle perpétue un système dont elle a choisi de partir parce qu'elle n'était pas d'accord avec. Donc c'est tout ça qui se mélange. Donc effectivement, elle revient et elle doit trouver des soutiens. Elle est toute seule et elle doit trouver des soutiens. Et elle va les trouver à plein d'endroits différents. Elle va en trouver dans le château, elle va en trouver parmi les soldats, elle va en trouver elle va trouver par exemple ce fameux serviteur du dieu gris qui est un peu... hors politique, disons. Au-dessus des partis. Au-dessus des partis, c'est ça. Et puis, et contrairement au clergé, aux 2 autres clergés, où là, les dieux apparaissent régulièrement. Donc les clergés sont actifs, et puis il y a tout un dogme. Voilà. Il n'y a pas de dogme pour le dieu gris. Il ne voulait pas de dogme, donc il n'y en a pas. Et ça lui permet... Étant le serviteur du dieu de la vie et de la mort, bon, tu l'emmerdes pas trop, quoi. Donc, donc ça lui permet aussi de tirer des ficelles et d'aller donner des connaissances ou des clés, en tout cas à Ravenne, pour évoluer là-dedans. Alors ce qui est intéressant, c'est que Ravenne, elle se retrouve avec une palette relativement large pour essayer justement de convertir à sa cause, hein, d'une certaine manière. On peut séduire, on peut... miser sur l'intelligence collective et leur faire comprendre que ce qu'elle prône devrait être meilleur que ce qui est en place. Et puis quand même, il y a l'autorité. Et au bout d'un moment, Ravenne, elle prend quand même une tournure, ou en tout cas, le lecteur que je suis moi commence à s'inquiéter un petit peu. Bah oui, parce que Ravenne, elle veut faire ce qu'elle veut faire, mais elle n'a pas forcément envie d'expliquer à tout le monde ce qu'elle veut faire. Donc elle fait ce que font beaucoup de souverains, qu'ils soient élus ou non. Et elle fait des choix soi-disant pour le bien commun, mais est-ce que c'est vraiment pour le bien commun ou est-ce que c'est pour mettre en place ce qu'elle veut mettre en place, elle,
au final, effectivement, on se pose la question. Elle a un côté très machiavélique qui commence à apparaître. Ouais, elle a un côté... C'est clairement une mastermind. Alors, bon, elle se débrouille bien avec une épée, mais elle se débrouille surtout bien avec son cerveau, quoi. Et on va la voir donc affronter des gens qui ont infiniment plus d'expérience, mais elle va trouver les moyens de les mettre en échec les uns après les autres. Oui, et puis elle est très forte aussi elle est très forte dans la provoque, et elle est très forte dans ce côté... voilà, les règles, vous voyez votre règle là, et ben je la prends et puis je la jette. On va faire autrement maintenant. Donc elle est très forte là-dedans, et ça permet aussi de court-circuiter un peu certaines oppositions parfois. Parce que voilà, elle le dit avec tellement d'aplomb et avec tellement d'autorité, effectivement, que bon, c'est bon, ok, bon voyons ce que ça donne. Il y a aussi ça en face qui arrive. Et petit à petit, on voit les pièces de l'échiquier qui commencent à tomber, et on la voit gagner du terrain progressivement, mais toujours quand même avec ses inquiétudes, avec ces questionnements qu'on peut avoir. Oui, et puis avec des oppositions assez énormes quand même. Entre les guerriers et les magiciens et tout le monde qui essaye de lui mettre des bâtons dans les roues, et puis plus que des bâtons dans les roues, qui essaye de l'assassiner purement et simplement, elle a quand même de quoi faire au niveau opposition. Estelle Faye, dans Les Seigneurs de Bohême, on a donc cet empire vacillant à qui Sigalite et ses camarades vont donner un dernier coup de pied, un coup de grâce finalement d'une certaine manière. On a aussi, au fur et à mesure des rencontres que l'on fait, on a des personnages, certains qui sont ouvertement révoltés. On a un personnage de Nayade, si je me souviens bien, qui trafique des armes. Oui, de Tzigane du fleuve, oui, et qui a un petit côté métamorphe aussi. Qui trafique des armes. Et puis on en a d'autres qui au contraire sont un peu entraînés par l'histoire et qui sont amenés à se retrouver dans des situations compliquées, dans des strates qui les concernent a priori pas. Disons, il y en a que l'histoire rattrape, mais même quand l'histoire rattrape, c'est à eux aussi de faire... c'est eux qui font leur choix. Et c'est eux qui, au bout d'un moment, avec les cartes qu'on leur donne, décident de faire certains choix qui sont plus dangereux, plus risqués, mais aussi potentiellement plus porteurs de changement que d'autres. Et parfois des choix assez radicaux, parfois des choix qui sont de fait suicidaires, mais si l'être humain était mené juste par la raison, ça se saurait. Et surtout, pour revenir justement sur la trafiquante d'armes, donc il y a beaucoup de choses qui transitent sur les fleuves, parce que c'est un monde où, comme dans l'Europe centrale de la Renaissance, il y a beaucoup de commerce sur les fleuves. Bien sûr, elle transporte des armes, mais en fait, c'est pas ça, sa vraie cargaison, révolutionnaire. C'est un monde où il y a les premières armes à poudre, où il y a les premiers canons, où il y a des magiciens qui peuvent être capables de mener des armées de goules, de soulever des tempêtes de neige, de commander aux vagues et au vent. Mais l'arme la plus forte, et ce qui fait finalement que le monde change, c'est qu'il y a un livre qui s'appelle le Traité de la fin des empires, et qui se répand dans le monde. Et c'est en fait des exemplaires de ce livre qui sont cachés sous les armes que transportent les tziganes du fleuve. Et finalement, quand ils sont arrêtés au barrage, donc les gardes de l'Empire voient les armes, mais ils ne voient pas dessous le livre. Et c'est ce livre-là, en fait, qui change le monde, qui change l'esprit des gens. Parce que la plus grande force de l'Empire, donc bien sûr, il y a une religion dans l'Empire qui sont assez autoritaires et qui permet de bien asseoir le pouvoir. Mais la plus grande force de l'Empire, c'est pas de dire qu'il est le droit divin. C'est surtout que pendant des siècles, il a réussi à faire croire qu'il était le seul gouvernement possible. Que de toute manière, c'était normal qu'il n'y ait que lui qui existe. Et ce livre-là, il change le monde, et surtout, ce dont va s'apercevoir Maëve quand elle va le croiser, c'est que c'est pas un livre comme les autres, parce qu'il n'est pas recopié à la main par un moine copiste. Et à un moment aussi, dans la capitale, Cernat-Tchernik, Sigalite, le premier des chefs révoltés, va lui montrer finalement la plus puissante arme de ce monde, et c'est un petit carré de plomb avec une lettre à l'envers, et c'est un des tout premiers carrés d'imprimerie. Et voilà, c'est ça aussi
que j'ai voulu dire dans Bohème, c'est-à-dire, bien sûr, c'est de la fantaisie, donc évidemment, je me fais plaisir avec la magie, puis il y a des grandes batailles aussi, j'adore écrire des batailles, des scènes d'action, il y a des grands combats à l'escrime, mais il ne faut pas oublier que la première chose pour changer un monde, c'est de changer la vision qu'on peut en avoir et de changer la vision de ce qui est possible.